l'une des histoires les plus mystérieuses transmises dans l'histoire de l'humanité nous place au cœur de l'univers et fait battre notre cœur plus vite, picoter notre peau et nous conduit au noyau d'une énigme. Cette histoire projette inlassablement une question profonde dans notre âme, sommes-nous vraiment seuls dans cet univers si vaste? Depuis des milliers d'années, les humains lèvent les yeux vers le ciel nocturne parsemé d'étoiles et imaginent qu'en un lieu lointain, d'autres êtres respirent avec nous, contemplent cette planète. Dans les mythes anciens, des dieux descendent du ciel ou des entités flottent entre les étoiles, ces légendes résonnent comme un murmure et semblent assurer que nous ne sommes jamais tout à fait isolés. La science a envoyé des hommes sur la Lune, des sondes sur Mars et, à travers les télescopes les plus puissants, observé des milliards d'exoplanètes, pourtant jusqu'à ce jour, la preuve exacte de civilisation au-delà de la Terre fait défaut. Néanmoins, beaucoup croient profondément en leur fort intérieur à un être supérieur à notre intelligence et à notre force, qui a évolué bien plus tôt que nous dans un recoin de l'univers infini et qui visite occasionnellement ce monde bleu. Cette croyance est profondément enracinée. Cet article explore un événement réel qui a privé de sommeil des millions de personnes à travers le monde. Cet événement est l'enregistrement de Betty Andreasson Lucas. Elle était une ménagère ordinaire dans le Massachusetts, aux États-Unis d'Amérique, mère de 7 enfants et une chrétienne fervente. L'événement commença par une nuit glaciale en l'année 1967 et est considéré jusqu'à aujourd'hui comme le cas d'enlèvement par des extraterrestres le plus minutieusement documenté et le plus rigoureusement examiné de l'histoire. Même en l'année 1997 et en l'année 2025, le gouvernement des États-Unis d'Amérique publie encore des rapports officiels sur les objets volants non identifiés, désormais désignés comme des phénomènes anormaux non identifiés, et ce cas suscite toujours des débats enflammés. La personne qui rendit cette histoire publique pour la première fois fut Raymond Fowler. Il était un chercheur renommé qui consacra des décennies de sa vie à l'exploration des objets volants non identifiés, participa à de nombreux groupes de recherche sur la vie extraterrestre et interviewa d'innombrables témoins et victimes d'enlèvements. Au début des années 70 du XXe siècle, il reçut le rapport de Betty et fut immédiatement fasciné. À cette époque, Betty était déjà mariée et portait le nom de famille Andreasson, qu'elle changea plus tard en Lucas. Lors de leur première rencontre, Fowler apprit que Betty vivait dans un foyer typique du Massachusetts et menait une vie tranquille avec sa famille. Elle raconta une expérience étrangement singulière, mais ses souvenirs étaient flous et fragmentaires. Elle se rappelait vaguement ces petites entités aux têtes énormes et aux grands yeux noirs ainsi que des examens étranges. Fowler sentit que ce cas était exceptionnel et décida donc d'appliquer la technique de l'hypnose régressive, une forme de psychothérapie, pour raviver les souvenirs réprimés par des traumatismes graves. Cette méthode est fréquemment utilisée dans les enquêtes sur les objets volants non identifiés, mais elle devint plus tard controversée en raison du risque de souvenirs fabriqués. Récemment, en l'année 2025, les recherches les plus récentes en neurosciences soulignent que l'hypnose régressive peut aider à activer des souvenirs latents, mais des protocoles stricts doivent être respectés pour minimiser l'influence des suggestions. Cela rend les témoignages classiques comme celui de Betty sujet à une réévaluation. Sur la base des avancées en neurosciences de l'année 2025, l'hypnose régressive peut placer le cerveau dans un état d'onde θ, similaire à un état de méditation profonde, facilitant l'accès aux souvenirs implicites liés à l'amygdale, souvent associés aux événements traumatiques. Des études montrent que cette technique peut aider les patients en environnement clinique à reconstruire des expériences passées, mais avertissent que sans contrôles adéquats, des suggestions externes peuvent mener à la formation de faux souvenirs. Par exemple, une étude publiée en l'année 2025 dans la revue Frontier in Psychology examine le rôle de l'hypnose dans la récupération de souvenirs et conclut qu'elle peut améliorer la restitution de souvenirs authentiques, tout en augmentant le risque de faux souvenirs, particulièrement chez les personnes hautement suggestibles. Une autre enquête de l'année 2025, parue dans la revue Journal of Forensic Psychology Research and Practice, décrit un cas où la régression hypnotique a aidé un patient amnésique dans une affaire de meurtre ancienne à raviver des souvenirs détaillés de complices, menant à de nouveaux succès d'enquête et soulignant la fiabilité de la méthode sous conditions contrôlées. De plus, une publication récente dans Neuroscience of Consciousness de l'année 2025 explore les corrélats fonctionnels cérébraux de l'hypnose au repos et de l'hypnotisabilité, révélant des patterns d'activation distincts dans divers réseaux neuronaux qui pourraient expliquer pourquoi l'hypnose amplifie à la fois les souvenirs vrais et les distorsions, invitant à une intégration plus nuancée dans les protocoles thérapeutiques pour les témoins de phénomènes anormaux. Sous la surveillance stricte de Fowler et d'experts en hypnose expérimentés, Betty participa à plusieurs séances. Dès la première séance, des images stupéfiantes émergèrent. Betty, plongée dans un état de relaxation profonde, commença à narrer vivement les événements de cette nuit de janvier de l'année 1967. C'était un soir d'hiver ordinaire.
Betty lavait la vaisselle dans la cuisine, son mari était à l'hôpital à cause des suites d'un accident de voiture, et les enfants ainsi que les parents se trouvaient à la maison. Soudain, toutes les lampes de la maison clignotèrent et s'éteignirent complètement. Simultanément, une lumière orange intense avec un éclat rougeâtre inonda la fenêtre de la cuisine et illumina toute la pièce comme en plein jour. Betty jeta un coup d'œil dehors et vit un objet lumineux flotter calmement dans l'air. Ce n'était ni un avion ni un hélicoptère. De l'objet jaillit un rayon de lumière rose, Betty perdit connaissance et s'effondra au sol. Quand Betty reprit conscience, elle était toujours dans la cuisine, mais tout autour d'elle avait changé. La famille se tenait figée comme si le temps lui-même s'était arrêté. Ils avaient les yeux ouverts, mais ne réagissaient pas. À cet instant, ces entités se matérialisèrent directement à travers le mur. Elles mesuraient environ 1,20 m à 1,30 m de hauteur, avec des corps élancés, une peau grise, des têtes inhabituellement grandes, de grands yeux noirs luisants, des nez et des bouches presque invisibles, ainsi que de longs bras et jambes minces. D'abord, une peur écrasante submergea Betty, mais ces entités irradiaient une énergie douce qui atténua progressivement sa terreur. Elles ne communiquaient pas par des mots, mais par télépathie, en transmettant des pensées chaleureuses et claires directement dans son esprit. Cette télépathie est explorée dans la recherche moderne sur la conscience quantique comme une possible synchronisation des ondes cérébrales. Les travaux les plus récents de l'année 2025 discutent de cette communication non verbale comme un mécanisme pour accéder au mécanisme du subconscient humain. Par exemple, la théorie Orshore de Roger Penrose et Stuart Amroth propose que la conscience émerge de processus quantiques mécaniques dans les microtubules des neurones, ce qui pourrait permettre une transmission d'informations non locales, similaire à la télépathie. Une autre étude de l'année 2025, utilisant la tomographie par résonance magnétique fonctionnelle dans des expériences simulées de télépathie, a montré que les cerveaux des sujets présentaient des patterns synchronisés évoquant l'intrication quantique, soutenant le rôle potentiel de l'intrication quantique dans les connexions de conscience. De surcroît, une publication dans Frontier Inhuman Neurosciences de l'année 2025 étend la théorie Orshore en intégrant la complexité des transitions quantiques classiques et en soulignant comment les effets quantiques mécaniques dans les systèmes biologiques pourraient contribuer à des moments conscients, rendant plus plausible l'idée d'une connexion télépathique entre différentes formes de conscience. Ces entités sont souvent appelées les grilles, et elles emmenèrent Betty dans un objet volant en forme de disque à proximité, qui flottait dans l'air. L'intérieur dépassait toute imagination. Il n'y avait pas de fenêtre, mais les parois devinrent transparentes et reflétaient l'univers, tous les objets luisaient de leur propre lumière et changeaient de forme selon les besoins. Betty traversa de nombreuses pièces et vécut des sensations comme un voyage à travers l'univers. Dans la dernière pièce l'attendait une table blanche sur laquelle elle fut placée et où son corps entier fut scanné avec des appareils étranges. Cela ne faisait pas mal, mais pénétrait complètement son corps. Elles l'examinèrent avec le soin et la tendresse de médecins du futur traitant une patiente, vérifiant tout, du cœur et des poumons aux yeux et aux cellules individuelles. Sur la base du témoignage de Betty, des explications médicales ultérieures décrivent ce processus d'examen comme un précurseur de l'imagerie non invasive par nanotechnologie. Une conférence de biotechnologie en l'année 2024 a discuté de concepts similaires, où des nanorobots sont utilisés pour des diagnostics indolores au niveau cellulaire. En l'année 2025, les avancées en nanotechnologie, comme le développement de nanoparticules d'or et la magnétométrie à vacances d'azote, ont permis une résolution spatiale de 10 nanomètres pour l'imagerie non invasive, capable de suivre en temps réel les maladies au niveau cellulaire sans endommager les tissus. Une étude dans la revue MRS Communication de l'année 2025 met en lumière l'utilisation de nanostructures biophotoniques en diagnostic pour visualiser précisément les tumeurs ou anomalies, en insistant sur la sécurité pour le patient grâce à des interactions lumineuses à distance contrôlée. De plus, des innovations récentes en nanotranostic, combinant imagerie et thérapie, telles que les nanoparticules multifonctionnelles pour la détection précoce du cancer, renforcent cette vision, avec des essais cliniques en cours démontrant une précision accrue de 20% dans la cartographie tumorale, alignée sur les descriptions immersives de Betty. L'examen n'était pas seulement physique. Elles pénétrèrent dans son esprit et son âme. Betty vécut des visions du phénix renaissant de ses cendres. Pour elle, en tant que chrétienne, c'était une image profondément résonante, symbolisant la mort et la résurrection, la vie éternelle. Ces entités accédèrent à ses pensées et souvenirs les plus profonds et lui offrirent un éveil à l'essence de l'univers. Elles suscitèrent délibérément des sentiments de joie, d'inquiétude et de peur pour observer les réactions humaines, et induisirent des états de méditation profonde pour tester la résolution intérieure. Cet aspect d'exploration mentale montre que le cas de Betty n'était pas seulement un enlèvement physique, mais une expérience de transformation de la conscience.
Dans la recherche en psychologie transpersonnelle de l'année 2025, de telles expériences sont hautement valorisées comme moyen de favoriser la croissance post-traumatique. L'œuvre de John E. Mack, Abduction, Encounter with Extraterrestrial, souligne que ces expériences ressemblent à des rituels chamaniques qui déclenchent un éveil spirituel et mènent à une compréhension profonde de la connectivité cosmique. Des études actualisées de l'année 2025 intègrent la psychologie transpersonnelle avec la recherche sur la réincarnation et montrent que les survivants d'enlèvement rapportent souvent une empathie accrue et des insights spirituels, concordant avec les visions de Betty. Une publication dans la revue Psychology Today de l'année 2025 discute comment de telles expériences peuvent amplifier la suggestibilité hypnotique et les états dissociatifs, menant à des images archétypales qui influencent les narratifs culturels sur les extraterrestres. En outre, des travaux en psychologie transpersonnelle contemporaine, comme ceux explorant les états holotropiques via la respiration holotropique, soulignent que les visions prophétiques comme celle du phénix chez Betty pourraient refléter une expansion de la conscience au-delà de l'ego, favorisant une intégration holistique du trauma en une source de sagesse collective, avec des cas cliniques récents démontrant une réduction de 30% des symptômes post-traumatiques chez les abductés. Traité par ces méthodes. Après l'examen, Betty fut conduite dans une pièce emplie de lumière où toutes les tensions fondirent, et elle se sentit comme nouvelle-née. Elle revint dans la cuisine, la famille s'éveilla et pensa qu'elle n'avait été évanouie que brièvement, mais pour elle, c'était un voyage de plusieurs heures. Les témoignages de Betty sous hypnose étaient stupéfiants de cohérence, pleins d'émotions vives, parfois elle pleurait et tremblait, parfois elle rayonnait de joie. Sur cette base, Fowler publia en l'année 1972 le livre The Andreasson Affair, qui devint immédiatement un best-seller. La révélation que Betty avait eu des expériences similaires de l'enfance jusqu'à un âge avancé mena à de nombreuses suites et en fit un classique de la recherche sur les objets volants non identifiés, fréquemment réédité. La dernière édition ajoute un postface pour les lecteurs modernes. La réédition de l'année 2025 utilise des archives numériques et inclut des transcriptions des enregistrements audio originaux, facilitant l'accès aux chercheurs. De plus, ce cas influença les recherches ultérieures sur les enlèvements, comme celui de Whitley Strieber, où Fowler appliqua des techniques hypnotiques similaires et révéla des souvenirs collectifs de plusieurs témoins. Les entités rencontrées par Betty établirent l'archétype des gris dans la culture populaire depuis les années 80 du XXe siècle, apparaissant dans des films comme Close Encounter of the Third Kind de Steven Spielberg et des séries comme The X-Files. Le cas de Betty Andreasson Lucas présente des similitudes stupéfiantes avec le premier cas d'enlèvement célèbre aux États-Unis d'Amérique en l'année 1961, celui de Betty et Barney Hill, dans des phénomènes comme l'arrêt du temps, la communication télépathique et les détails des examens physiques, formant la base des légendes sur les objets volants non identifiés. Les partisans de l'authenticité citent la cohérence ferme de ces déclarations et les expériences spirituelles profondes que la science traditionnelle ne peut expliquer. Les sceptiques critiquent cependant que l'hypnose régressive, influencée par l'hystérie des objets volants non identifiés de l'époque ou par sa foi chrétienne forte, pourrait avoir généré de faux souvenirs, d'autant plus que les preuves physiques font totalement défaut. Récemment, les avancées en sciences cognitives de l'année 2025 réinterprètent ces faiblesses de mémoire comme l'influence de l'inconscient collectif. Une étude utilisant la spectroscopie proche infrarouge fonctionnelle montre que les connexions cérébrales sous hypnose ressemblent au sommeil paradoxal et peuvent amplifier les narratifs culturels comme les enlèvements extraterrestres. En tant qu'explication alternative, il existe l'hypothèse ultraterrestre. Ces entités ne proviennent pas de planètes lointaines, mais de dimensions parallèles coexistant avec la Terre. La vision du phénix ou les messages de résurrection s'accordent mieux avec des apparitions démoniaques ou des contes populaires d'enlèvement par des fées. Cette hypothèse est discutée dans le contexte de la physique quantique et de l'interprétation des mondes multiples en l'année 2024 comme cadre théorique pour les phénomènes anormaux non identifiés. Le livre Passeport to Magonia de Jacques Vallée suggère que les objets volants non identifiés entrent dans notre dimension par des portails quantiques depuis des réalités parallèles, ce qui concorde avec les dimensions supplémentaires de la théorie des cordes. Des recherches sur la correspondance à the CFT en l'année 2024 indiquent que le principe holographique pourrait permettre une transmission d'informations à travers les dimensions, soutenant cette vision. Une publication dans Physics of Life Reviews de l'année 2025 étend cela en simulant comment des mondes classiques pourraient émerger de quantiques parallèles et propose que les apparitions d'anomalies non identifiées représentent des transitions entre ces mondes, réconciliant la stabilité de notre univers avec des anomalies multidimensionnelles. Indépendamment de cela, le cas de Betty Andreasson Lucas reste l'un des plus célèbres et influents dans l'histoire des objets volants non identifiés. Betty Andreasson Lucas s'éteignit paisiblement le 18 mars de l'année 2022 dans la maison de sa fille en Virginie, à l'âge de 85 ans, et laissa un grand héritage à travers ses témoignages et les livres associés. Même après sa mort,
l'histoire est fréquemment ravivée dans la communauté des chercheurs et les podcasts. En l'année 2025, de nouvelles discussions ont éclaté sur les médias sociaux, y compris un podcast sur Spotify qui célèbre le cas comme un jalon de la recherche paranormale. Actuellement, le gouvernement des États-Unis d'Amérique intensifie l'examen des phénomènes anormaux non identifiés. Le Bureau de résolution des anomalies tout domaine, abrégé ARO, sous le ministère de la Défense, publia en novembre de l'année 2024 son rapport annuel, qui détaille 757 nouvelles notifications, dont 21 montraient de véritables propriétés anormales et nécessitent de plus amples analyses par les services de renseignement et les scientifiques. Jusqu'en octobre de l'année 2024, ARO avait traité au total 1652 notifications, mais n'avait trouvé aucune preuve de technologie extraterrestre ou de programme secret non autorisé. L'audition du Congrès en novembre de l'année 2024 exigea plus de transparence, mais la plupart des cas furent expliqués comme des ballons, des drones, des satellites Starlink ou des phénomènes naturels. Dans la première moitié de l'année 2025, ARO explore des options avancées, y compris un système personnalisé de gestion des cas sécurisés dans des réseaux secrets, pour mieux suivre les rapports confidentiels croissants. La loi d'autorisation de la défense nationale pour l'exercice fiscal 2025 exige de ARO la collaboration avec une nouvelle task force contre les drones pour partager des données sur les menaces potentielles de drones, améliorer les capacités de détection et raccourcir les temps de réponse dans les cas où des phénomènes anormaux non identifiés pourraient impliquer des drones hostiles avancés. De plus, ARO prévoit d'étendre les partenariats globaux et de renforcer les voies de signalement public, en soulignant que les cas avec de véritables caractéristiques anormales sont extrêmement rares et n'ont rien à voir avec l'espionnage ennemi ou une technologie révolutionnaire. L'audition du Congrès en septembre de l'année 2025 condamna le manque de transparence du gouvernement et discuta l'introduction d'une loi sur la transparence des phénomènes anormaux non identifiés pour promouvoir de plus amples divulgations. Qu'il s'agisse de vérité ou de fantaisie, l'histoire de Betty Andreasson Lucas nous force à confronter les limites de la perception humaine et la signification de l'immensité de l'univers. Au bout du compte, ce qui compte n'est pas le chemin, mais la réponse. Dans cette quête, nous cultivons plus de curiosité et menons une vie plus sensée. Un jour, quand ce grand secret sera dévoilé, nous réaliserons que nous n'avons jamais vraiment été seuls.